Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Et oui, après la Paris Games Week, on est de retour en plateau, bien posé, mais c'est pas pour autant que ça va être calme. Au menu, on va dézinguer, zigouiller, donner des coups de fouet, voilà. Une émission bien péchue, et tout ça entre filles pour une fois. Eh bien oui, mesdemoiselles, mesdames, bonjour. Carole, bonjour, le retour de Carole Quinten. Mais oui, bonjour Mélinda, merci pour l'invitation, ça faisait longtemps et ça me fait plaisir. Voilà, alors je glisse comme ça. Pour nous, au moment où on enregistre, c'est l'anniversaire de Carole. Oui. Bon anniversaire, Carole. Merci, c'est gentil. Merci et avec beaucoup. toi, eh bien Lox, qui va nous parler évidemment de Call of. Évidemment, toujours Ouais. là pour ce jeu, toujours pour cette licence. Toujours pour cette licence qui vient de passer des jours et des nuits à dézinguer tout ce qui... Non, ça ne se voit pas, tu es toujours aussi belle et fraîche. À dézinguer tout ce qui bouge. Voilà, on va faire une émission, on va vous parler de Call of Duty. Black Ops 6 vient de sortir, on a plein de choses à vous raconter dessus, pas que sur le jeu, mais aussi sur ce qu'il représente. Et ça, c'est notre grosse actu à chaud. Voilà, je vous le disais, Black Ops 6 est disponible depuis la semaine dernière sur PlayStation, sur Xbox et sur PC. C'est la grosse sortie de la rentrée, on va pas se mentir, on l'attend à peu près tous les ans, quand il daigne sortir tous les ans, c'est-à-dire tout le temps. Et pour cet épisode, eh bien, qui est réalisé par Treyarch, donc l'un des 3 studios qui est en charge de la licence pour Activision, on nous a promis tout simplement au mois de juin, quand ils l'ont annoncé et quand nous on était allés chez Treyarch, le renouveau de la saga, le futur, donner les bases du futur de la saga. Lox, est-ce qu'on y est ? Oh, j'avais envie de dire nous y est pour la vanne, mais oui, on y est bien, on y est, effectivement. Non, vraiment, déjà, Treyarch, voilà, c'est un nom en tant que joueur de Call of Duty. Quand on sait que le studio s'attelle derrière le jeu, on est plutôt rassuré, on est plutôt confiant. Ils avaient promis de parler à la fois aux nostalgiques, mais aussi poser les bases de l'avenir. Et là, on est sur une histoire qui fait directement suite à l'épisode Black Ops Cold War. Et honnêtement, quel feeling, genre personnellement, à titre personnel, j'ai vraiment retrouvé mes feelings, aussi bien sur le multi, aussi bien sur la campagne, parce que désormais j'arrêtais de lancer les campagnes, je ne touchais plus, c'était devenu un... C'était plus le fort de Call of Duty, la campagne. Alors, on se souvenait des quelques campagnes qui marquaient. C'est vrai que les gens l'achetaient pour le multi. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette campagne ? Est-ce que tu peux nous raconter déjà la campagne ? Quel est le cadre du jeu ? Alors du coup, on continue directement donc la suite de la campagne de Black Ops Cold War. Donc là, on arrive début des années 90. On est on est aux États-Unis, effectivement, et justement, on se retrouve toujours avec en ligne de mire, on va dire, l'histoire et tout ce qu'ils voulaient mettre en avant, c'est-à-dire dans les systèmes omni-mouvement qu'ils ont rajouté déjà dans le côté multijoueur. Et bien en fait, on a une campagne qui nous repropose une histoire qui fait suite, mais qui nous ramène aussi avec des directives techniques, des assets, vraiment plein de choses qui ont vraiment fait évoluer un petit peu le gameplay. Ce qui fait qu'au final, on avait des campagnes qui étaient de plus en plus courtes. Moi, j'ai pas pu la terminer, donc de toute façon, je vais pas pouvoir vous spoiler grand-chose. J'ai fait 2 heures, à peine 1h30, 2 heures de campagne pour le moment. Et je peux vous promettre que pour le moment, je suis sur une mission de type... Allez, c'est pas du spoil, Solid Snake. Je lâche juste ça. Ah oui, on est sur une mission de type Metal Gear et honnêtement, ça faisait longtemps, j'avais l'impression que sur un Call of Duty, on ne nous proposait pas des infiltrations, des moments d'action comme ça qui étaient rythmés. Et sur le propos, voilà, quoi, on est vraiment en plein dans des désastres politiques américains, le tout sur un fond en pleine guerre du Golfe. En pleine guerre du Golfe, début des années 90. Carole, c'est donc la grande guerre, époque. Bien sûr, c'est évidemment. post-guerre du Koweït. Génial, je me régale aussi. C'est vrai, c'est très réussi alors ? C'est réussi parce que je suis comme Lox l'année dernière. Moi, j'avais pas du tout aimé la campagne. Ça me faisait plus penser à du Warzone. Alors moi, je suis pas trop branchée Warzone. J'ai toujours été très très attachée Modern Warfare aux campagnes. 3 l'année dernière. Tout à fait. Et ça me faisait donc vraiment penser à du Battle Royale. Battle Royale. Alors que moi, je suis très attachée au solo. La campagne pour moi, chaque année, c'était vraiment une habitude. Et j'adore le multi, j'adore le zombie aussi. Et c'est vrai que cette année, multi, zombie, campagne, tout est à la hauteur. Moi, j'en suis à peu près à 5 heures de jeu sur la campagne solo, justement. Donc, on ne spoilera pas, mais je me régale. Il y a plein de moments différents, des moments d'infiltration, des moments plus ouverts, où on va avoir différents objectifs.
c'est très très beau, ça envoie du très très On lourd, retrouve les ça maps. explose Est-ce dans que tous les sens. t'as pas eu l'impression de retrouver ces maps, tu sais, quand tu arrives en plein l'ancienne. Washington, À exactement, que l'ancienne. t'arrives et que tu C'est vois ça. le Capitole, et que en fait c'est des grandes maps comme ça ouvertes où tu as toujours cette ligne un petit peu à suivre, mais les éléments capitaux sont mis en avant est là. d'une belle manière. Tout est Et là. c'était un peu cet aspect cinématographique qui me manquait aux campagnes de Call of Duty, je trouve. Ils essayaient, alors parfois les propos étaient plus intéressants que le gameplay ou ainsi de suite, mais il y avait Là, t'as toujours les un deux. raté. Là, je me sens Il y a bien. vraiment- Alors, il y a j'ai tout. pas, voilà, j'ai pas pu encore aller encore par Mhm. exemple aussi loin que toi, mais stupéfaction. Alors, et puis on retrouve les bonnes sensations, tu sais, boots on the ground, on est vraiment dans un Exactement. gameplay à l'ancienne, on est vraiment avec toutes les mécaniques qu'on aime bien, le retour aussi des prestiges sur le, Oui, sur le c'est multi. Donc ça, c'est des choses qui parlent aux joueurs de l'ancienne école, Alors, qui est-ce que tu peux flattent les expliquer- nouveaux, les Est-ce anciens. que tu peux expliquer justement le prestige? On avait très vite abordé le sujet au moment de l'annonce du jeu. Ils avaient enlevé en fait ce format-là, en fait cette proposition-là, et donc là aujourd'hui les joueurs peuvent retrouver en fait le fait de monter de niveau de prestige au fur et à mesure. Donc tu montes, c'est jusqu'à 10, c'est ça. Je crois que c'est. Je crois que oui, c'est. Il me semble que c'est 10. C'est 10, qu'ils avaient C'est annoncé. jusqu'à 10 prestiges et ça, ils l'avaient enlevé en fait. Et donc, c'est vraiment les Call of à l'ancienne. Donc, en fait, tu as vraiment cette sensation d'évoluer monter en à chaque compétence. fois exactement jusqu'à prestige 10. Et là, il y a un côté très satisfaisant en En fait, fait, pour ça les donne joueurs. vraiment envie de s'investir De en s'investir, multi, voilà. puisqu'en fait, tu montes ton niveau, tu atteins ton premier prestige et c'est comme si tu recommençais à zéro, mais avec ton premier prestige. C'est ça, c'est Et du New là Game où Plus, on va dire. On sait ton Voilà. investissement en tant que joueur, on sait tes Mm-mm. connaissances. Justement, on a une variété, on a pas mal de maps. En plus, on a des formats de maps. Par exemple, Gala est une map toute petite et ça me fait vachement penser justement, alors j'allais dire en anglais, aux escarmouches, Oui. au mode escarmouche qui est un des modes qu'on adore en tant que joueur multi, qui avait disparu et qui est de retour désormais. C'est On vrai. peut le faire en 2v2, V3, jusqu'à V5, V6. Tout est personnalisable. En fait, ils ont dit, écoutez, on vous a entendu. Vous voulez ça, vous voulez ci, vous voulez ça. Ok, Ils nous ont on a tout rendu, entendu c'est et ils ça. l'ont fait. Et c'est vrai que là, ça fait un bien fou en tant que joueur. Mais je me dis autant que pour les nostalgiques que pour les joueurs qui sont là depuis quelques années. Enfin voilà. Est-ce que qu'est-ce qu'on c'est va pas facile d'entrer? Alors, dans la campagne solo, en général, oui, forcément. Dans le multi, quand on n'a pas forcément des habitudes, voire quand on n'a jamais joué peut-être à Call of Duty. Est-ce que celui-ci est plus facile à prendre en main ou pas? Carole? Je trouve qu'il est comme les autres en termes de facilité de prise en main. Je pense que Call of Duty, c'est pas. Tu vois, par exemple, moi, la campagne solo, je la fais toujours en seconde classe, donc en normal. C'est un jeu qui est facile à prendre en main, qui est accessible, je trouve. Après, c'est vrai que le multijoueur, c'est toujours un peu difficile quand tu le lâches. Parce que moi, par exemple, j'y joue toujours un peu chaque année. Avant, j'y jouais beaucoup. Mais j'y joue toujours un petit peu chaque année, puis après j'ai pas le temps de continuer. Et là, tu te rends compte qu'il y a des mecs en fait qui ne Ils ont pas lâchent lâché. jamais. Et tu joues au multijoueur. Moi, je m'étais connectée sur mon compte de pas australien, mais de Nouvelle-Zélande pour l'avoir un petit peu en avant. Évidemment. Tu prends le jeu, il n'est pas encore sorti, tu te lances sur le multi, les mecs sont déjà Après, à il y a des eu niveaux les de phases de fou. bêta et tout, donc on a quand Évidemment. même pu en profiter. Mais le multi, c'est difficile si tu ne joues pas vraiment souvent. Souvent, c'est le type de jeu, le type d'expérience en tout cas, où il faut jouer tout le temps quand même. C'est pour ça que moi j'ai arrêté il y a des années. Voilà. Mais jamais multi. trop tard pour s'y remettre. Non, si. C'est ça. Parmi les nouveautés qui ont été annoncées par Treyarch, alors je voulais juste préciser quelque chose. On parlait beaucoup de la campagne solo, qui est très bien, qui ramène aussi d'anciens personnages qu'on a croisés. Cette année, elle a été complètement, attribuée à Raven Software, qui est un habituel partenaire du jeu, mais qui là a été concentré tout seul sur la campagne solo. Est-ce que ça, c'était une bonne idée? Alors, je ne vais pas dire de séparer, mais cette année, c'est un jeu, on dit Treyarch, mais c'est un jeu Treyarch et Raven Software qui a pu se concentrer sur l'histoire, les autres sur le multi. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Honnêtement, au vu de la taille qu'aujourd'hui représente la licence Call of Duty, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi Warzone à ne pas oublier, puisque Warzone, d'ici quelques semaines, va suivre en fait la campagne de Call of Duty, va suivre cet épisode Call of Duty pour justement instaurer ça partout sur sa map avec toute son histoire. Et en fait, faut le voir aujourd'hui au sens large. Il y a aussi Call of Duty Mobile qui est un succès, pas forcément ici en France, mais qui a un énorme succès ailleurs sur la planète. En Asie, et en Asie notamment. Particulièrement. Et vraiment toute Asie du Sud-Est, Inde et tout, c'est vraiment c'est des territoires là-bas où c'est crucial et les enjeux sont vraiment immenses là-bas et en fait ils le font bien puisque oui on le voit aujourd'hui, ils parlent à tout le monde, ils arrivent à s'ouvrir, ils prennent toutes les licences et je pense que c'est vraiment leur ligne de mire de tout installer comme ça et de tout aplanir sur moi je sais que je suis plus tentée par la campagne solo que par le multi parce que voilà, vu mes lacunes, j'ai fait un peu de multi sur le Black Ops 6, j'ai un
taux de survie qui est assez faible. Voilà. J'ai une peine pour tous ceux que j'arrive à toucher de temps en temps. Voilà, désolé pour vous. J'arrive à tuer. Il faut y aller au juge. Non, j'ai perdu mes réflexes. Franchement, j'ai joué beaucoup à une époque et là, je me suis aperçue que j'avais plus du tout les réflexes. Au final, on avait, tu vois, comme tu le disais, toujours cette licence qui revenait année après année, qui était attribuée à un studio. Et c'était un turnover comme ça, incessant. Moi, je trouve que c'est bien aujourd'hui d'harmoniser un petit peu ces assets auprès de tous les studios, de reconnaître justement les points forts et les points faibles peut-être de certains et les laisser en fait focus parce qu'ils n'auront qu'une année, on le rappelle, qui est assez courte, ils n'auront qu'une année à attribuer. De mise en lumière. Ouais, exactement. La motricité, alors tu en as parlé vite fait, le fameux Omni Movement, qui est la possibilité de vraiment plus agir à 360. Alors, moi, ça m'a en effet frappé dans la fluidité, j'ai trouvé ça beaucoup plus fluide. Est-ce que ça se ressent, les filles, et dans la campagne, puisqu'on peut le faire en solo, mais dans le multi, est-ce que c'est vraiment un atout, une nouveauté de taille? Je trouve que ça rend le mouvement plus naturel. C'est-à-dire que quand tu te retrouves sur un jeu comme Call of Duty, le fait de pouvoir bouger de manière plus naturelle, que ce soit plus fluide, que ce soit plus péchu, ça rend l'action effectivement plus dynamique, plus nerveuse. Donc oui, pour moi, c'est un ajout extrêmement important et qui se ressent. Tu le vois tout de suite, surtout quand tu es habitué à jouer à Call of Duty. Je pense que c'est exactement ce qu'on vient chercher quand on joue à Call of Duty. C'est réputé comme étant FPS nerveux. Donc c'est ça. En fait, c'est ce que tu veux. Et aujourd'hui, ils ont réussi à rendre un FPS nerveux encore un peu plus nerveux. Donc forcément, on peut que être satisfait de la petite prouesse. Vous avez tous été énervés en jouant, c'est ça? Mais on adore s'énerver. C'est vraiment une licence, je trouve, en tout cas, qui ne déçoit jamais. Les gens, ils ont tendance à taper sur Call of Duty, Call of. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Alors, et ça marche très bien. Tu me fais une super transition. Ça marche tellement qu'on sait que c'était le cœur de la bataille et du rachat d'Activision par Xbox pour, on rappelle, 70 milliards de dollars. Ça a fait grincer des dents chez PlayStation parce qu'ils avaient l'impression de perdre leur poule aux œufs d'or. Ce qui est vrai puisqu'il n'y a plus d'exclusivité sur les bêtas et pour rien pour PlayStation. Surtout, là, on a vu, c'est arrivé dans le Game Pass Ultimate Day One. Il y a un afflux de gens. Alors, c'est très drôle parce qu'on avait des chiffres pour les télécoms britanniques. British Telecom qui a expliqué qu'ils avaient eu un nombre, en fait, un pic de téléchargement à l'ouverture. Donc, c'était le 21, je crois, le pré-téléchargement. Ils ont eu un pic de trafic de tous les gens qui, justement, ont utilisé ça et un pic sur le live, donc le multi, dès que ça a été disponible. Est-ce que... Alors, je vais plutôt vous donner des chiffres. On parle de 3 à 4 millions d'abonnés supplémentaires pour le Game Pass ce sont des estimations d'instituts, grâce à l'ajout dans le Game Pass. Est-ce que c'est un vrai coup bien joué par Microsoft, Carole? Oui, je trouve que c'est un coup très très bien joué. Effectivement, t'imagines combien de Game Pass justement ils vont vendre avec Call of Duty. Enfin, je veux dire, c'est la tête de gondole. Enfin, Call of Duty, FIFA, c'est des licences qui font vendre en fait, tout simplement. Donc, mais là, les gens ont déjà payé. Ah oui, les gens ont déjà payé, mais ils payent leur Game Pass en fait. Ils prennent leur Game Pass, donc tu t'assures aussi une fidélité à l'écosystème Xbox, PC et Xbox. Donc pour moi, oui, c'est un vrai bon coup de la part de Microsoft. Après, aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué parce que on le sait, on va en parler après, on a beaucoup de licences qui vont arriver aussi sur PlayStation, notamment Indiana Jones. Donc il n'y a plus vraiment d'exclusivité. Et à la fois, les joueurs qui veulent jouer à Call of Duty peuvent l'avoir gratuitement dans le Game Pass et ils vont pas aller jouer sur PlayStation. Moi, je l'ai pris sur mon Game Pass. Tu vas pas payer ton jeu, tu l'as automatiquement. Donc oui, c'est un vrai coup, entre guillemets, c'est un vrai bon coup face à la concurrence. Donc après, PlayStation, on va pas les plaindre, mais là, c'est un bon coup quand même. C'est vrai que ça n'a pas empêché Steam de faire des super chiffres. Ils ont annoncé à un moment 306 000 joueurs simultanés. Alors, c'est tout Call of. Alors évidemment, c'est majoritairement Black Ops, mais c'est tout le hub Call of. Lox, est-ce que avoir ça, toi qui es joueuse là-dessus, c'est quoi l'avantage de le prendre au-delà du fait d'avoir la sensation de ne pas le payer tout de suite? Parce qu'en fait, le Game Pass, ça reste une offre générale. Tu vas pas pouvoir jouer uniquement à Call of Duty. C'est un peu ton Prime Video, ton Netflix du jeu vidéo. Mais on sait que les joueurs de Call of, ils sont hyper fidèles quand même. Ils sont hyper fidèles, mais en fait, l'amortissement, le prix d'amortissement, il est hyper intéressant puisqu'au final, on a notre Game Pass avec une multitude de propositions de jeux, très bonne chose. Mais à côté, vous êtes là, vous lancez votre jeu et vous avez toute cette cosmétique qui vous est proposé, ces packs, et en fait vous voyez un pack à 30 € alors que vous n'avez pas payé votre Call of Duty, vous êtes beaucoup plus enclin à aller acheter. Et
je me dis que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un joueur de l'écosystème PlayStation, là où, pour moi, je trouve que ça fait quand même mal à Sony parce que c'était des partenaires jusqu'ici avec la licence Call of Duty. Et c'est vrai que les joueurs étaient habitués à des joueurs PlayStation Call of Duty. Et ça, j'ai l'impression que ça va commencer à se perdre. Et là, on arrive sur une contre-tendance. Donc, moi, j'observe, mais effectivement, moi-même, en tant que joueuse, évidemment, je l'ai pris sur le Game Pass. J'ai profité de mes bêtas fermées sur mon Game Pass. En fait, j'ai tout sur mon Game Pass. Pourquoi ne pas en profiter? Et c'est vrai que là, j'ai l'impression de ne pas l'avoir payé. Et quand je vois un pack à 30 €, je suis en mode. Bon. Mais oui, c'est gratuit. Un Call of Duty à 30 €, c'est un Call of Duty à genre plus de moins 50%, mais c'est finalement très rentable. Tu te rends compte? C'est Call of Duty, quoi. Donc c'est génial. Est-ce que l'idée va être justement pour Xbox derrière d'ajouter, alors comme tu dis, des DLC payants, du contenu, de faire vivre à long terme? Est-ce que c'est un nouveau modèle économique qui peut arriver avec le Game Pass? Donc cette fausse sensation de ne pas avoir payé le jeu, qui va aussi amener plus de joueurs, parce que tous ceux qui ont le Game Pass, qui n'avaient pas forcément envie d'aller tester Call of Duty et de mettre 70, 80 balles dedans, si ça leur plaisait pas, là, eux aussi, ils ont l'impression de l'avoir gratuitement. Mais est-ce que derrière, on ne s'assure pas de nouveaux joueurs, des achats in-game après, plus facile? On va faire des packs à 20 € pour Lox, pour qu'elle achète des armes. Évidemment, et puis on va acheter. Prenez notre argent, s'il vous plaît. En fait, moi je suis un peu contente. Je me dis finalement, je voulais depuis longtemps un bon épisode de Call of Duty. J'en ai un parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du zombie, mais pareil, le zombie est là. Zombie, c'est génial. Moi, Liberty Falls, merci beaucoup. La Scavenger de retour, miracle. Trop bien. Pas grand-chose de plus à ajouter. Donc c'est vrai que oui, on a envie, et je pense que au vu de ce qui peut se passer dans l'industrie en général, du nombre de travailleurs, de personnes qui sont dans les studios, peu importe le poste, qui ont des grosses masses salariales qui ont été renvoyées et tout, je me dis si ça peut permettre de préserver des équipes, de laisser des gens qui travaillent sur un jeu continuer à travailler sur le jeu au moment où il sort. On y va tout droit. On voit que les jeux veulent aller vers cette blockbusterisation. Un équilibre. Oui. On a un jeu pour plusieurs années. Call of, ça va être à mon avis le meilleur exemple. Je voulais vous montrer ça parce qu'on en a rigolé. Avant, surtout les garçons en régie, je ne balancerai pas, mais je balancerai les images sur les réseaux. Ils ont tellement tout compris qu'ils font des capsules et des collabs à gogo pour attirer aussi des nouveaux joueurs. Et là, c'est la collection faite avec Joule. Donc, on a plein de vêtements. Je voulais quand même vous les montrer parce que j'ai les chaussettes de Joule pour ceux que ça intéresse. C'est beau. Avec évidemment le fameux signe de Joule. Bien sûr. Non mais voilà, je voulais vous montrer. C'est drôle, on en rigole, mais voilà, c'est vraiment le côté, on y va à fond sur la licence, et je pense que Call of, c'est une licence qui marche, qui fait rentrer des sous. C'est pas prêt de s'arrêter, et je pense en effet que le Game Pass est un excellent coup joué par Microsoft pour attirer des nouveaux joueurs et faire perdurer le modèle. Les filles, gardez des sous de côté, vous n'avez pas fini à mon avis. Donc voilà, Call of Duty Black Ops 6 qui est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, et donc le Game Pass pour tous ceux qui l'ont. On va changer de jeu, changer d'ambiance, parce que là, on va vous parler d'Indiana Jones. Si j'avais pu, je vous aurais lancé le générique, la musique que tout le monde connaît. Parce que, avec Carole, on a eu la chance de pouvoir mettre la main sur Indiana Jones et le Cercle Ancien. Donc, future exclusivité Xbox aussi. On va croire qu'on fait une émission thématique qui arrivera au mois de décembre, qui est un peu la dernière grosse sortie de l'année. Carole, qu'est-ce que tu en as pensé donc de ce Indiana Jones et le Cercle Ancien ? Écoute, on en avait déjà parlé quand on s'est vu à Londres. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance incroyable sur ce jeu. On a vraiment la sensation que les devs sont des vrais fans d'Indiana Jones. On retrouve l'ambiance des films. En fait, j'avais l'impression d'être dans un nouveau film Indiana Jones. En plus, c'est complètement l'ambiance Indiana Jones. De A à Z. T'as l'atmosphère des films, t'as Harrison Ford qui est là. Alors, je l'avoue, c'est vrai que la vue à la première personne, moi, j'aime beaucoup ça. Et à la fois, tu dis, oh là là, quand même, j'aurais aimé le voir constamment. Mais il y a une atmosphère tellement posée, notamment cette première partie que vous voyez, qui était la première partie de la preview, où c'est très posé, il fait nuit. Ça se passe au Marshall College. Donc en 1937, qui est un vrai lieu des films, c'est là où il enseigne. Et donc, nous, ça a l'air d'être le début du jeu, mais ça a été le début de notre session. On est dans ce collège de nuit où il va y avoir un intrus. Voilà, un vol d'artefacts, et Indiana Jones se retrouve face à ce mec qui fait 2 fois sa taille. Donc on est vraiment dans des combats comme vous voyez dans les films, ce côté un peu dérision, autodérision, humour. Oui, il a aucune chance, il va se faire démonter la tête. C'est ça. C'est sûr. C'est ça. Je ne spoil rien parce que c'est comme dans les films, mais
c'est du Indiana Jones. C'est vraiment l'ambiance de la première trilogie. C'est ça. Voilà, parce que le On y est, 4e film n'existe pas, je rappelle. Cela ne Celui-ci n'existe pas. Cela ne nous regarde C'est une hallucination. C'est une hallucination totale, je pense. On a les codes. On a les codes, on a l'atmosphère. J'ai vraiment apprécié l'ambiance. Il y a beaucoup d'énigmes, c'est très posé, beaucoup d'infiltration d'ailleurs. On sent ce désir aussi de te laisser appréhender les situations un petit peu comme tu le souhaites. Néanmoins, j'ai trouvé, et ça je t'en ai parlé, que les déplacements, les combats, c'était quand même très rigide. Alors, moi, j'ai eu un problème sur l'IA. C'est vrai que... alors, l'infiltration, c'est super, mais on a l'impression qu'on pourrait passer nu à côté des ennemis. Ils ne nous verraient pas. Quand même. Ouais, il y a eu quand même 2-3 séquences où je me suis dit, je vais me faire shooter, ça va pas faire un pli. Et je pouvais quand même un peu passer à côté. Là, on l'a fait remonter tous ceux qu'on était à Machine Games. L'IA, il y a encore des approximations. Il y a du boulot. Mais c'est vrai que quelque part... Quand on veut un jeu Indiana Jones, on veut se retrouver dans l'univers. Par exemple, toute la séquence qui se passe aux pyramides de Gizeh, c'est vraiment les premiers Indiana Jones. Tout à fait. Il peut se déguiser, on peut monter un petit peu en compétences en réussissant des missions. Ça, voilà, il y a plein de capacités. C'est bien fait. C'est pas un arbre de compétences comme on a souvent dans les jeux et qui, moi, me fatigue de temps en temps. C'est des points. C'est des points à glaner pour améliorer des choses qui vont nous être utiles dans notre façon d'appréhender et d'approcher les missions suivantes. La vue à la première personne, tu sais combien moi ça ne me plaisait pas du tout. Et j'avoue qu'en y jouant, en revanche, j'ai complètement compris le parti pris immersif. Et c'est vrai que, notamment pour les énigmes et les mini-jeux, ouais, on est mieux en vue à la première personne. On a vraiment l'impression d'être Indiana Jones. Mais dans le grain de l'image de ce qu'on a vu, dans le personnage, voilà, c'est Harrison Ford des premiers épisodes. Et le travail de Troy Baker derrière, qui est une des grosses voix du jeu vidéo et qui a fait la motion capture, qui a une voix, on croirait vraiment que c'est celle d'Harrison Ford. Il y a un boulot qui est fabuleux. J'ai rien contre la VF, mais vraiment écouter la VO, ça a été fabuleux. Moi, dans les choses que j'espère voir améliorer, il y a vraiment l'IA. Et le menu que je ne trouve pas forcément optimisé encore. C'est pas très lisible pour l'instant. Après, c'est vrai que sur une preview, c'est difficile de donner un avis définitif. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment rigide dans les combats. Et les combats sont un peu anarchiques de temps en temps. Les déplacements, tu vois, ça m'a un peu dérangée. Mais j'ai trouvé que l'identité était là. Tu vois, c'est pas du copier-coller Uncharted, par exemple. C'est vraiment du Indiana Jones. C'est du Indiana Jones. Les dialogues, il y a l'humour qu'on peut retrouver aussi dans les films. Et effectivement, toute la séquence dans la zone ouverte de Gizeh avec les pyramides, on doit trouver des artefacts dans des tombes, etc. Donc il y a plein d'énigmes environnementales. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment génial. Après, à voir, le jeu sort quand même le 9 décembre, donc ça va vite arriver. Mais c'est du peaufinage. Pour moi, c'est du peaufinage. Là, pour ceux qui regardent l'émission, on vous montre des images de notre session de jeu. Donc, ce sont des images inédites dont vous pouvez profiter là. Lox, ça te tente ou pas? J'étais en train de me poser la question. Je me disais, est-ce que ça pourrait convenir à une personne qui ne connaît pas du tout Indiana Jones, qui n'a pas eu les films ou qui n'a pas forcément même accroché avec les films? Moi, je les aimais quand j'étais petite. C'est un jeu d'action et d'aventure dans l'univers, vraiment. C'est ça. Et du coup, en fait, quand je le regarde, je me dis, est-ce que j'aurais pas préféré un autre type de proposition aujourd'hui avec la licence Indiana Jones? Oui. Peu importe, même un truc plutôt en multi ou ce genre de choses, avec une histoire, une coop. Pour moi, ça pouvait être qu'un jeu d'aventure. Mais en vrai, non, moi j'ai l'impression que ça me parle pas tant que ça. Le jeu a l'air très beau. Toi, ou pas? Oui. Les Wolfenstein. Ouais. Bon, tu retrouves quand même un peu. Hein, c'est la patte Machine Games, la patte Machine Games, effectivement. Moi, je pense que pour quelqu'un qui adore les jeux d'aventure et qui n'aime pas forcément Indiana Jones, je le dis comme je le pense, tu vois, je compare forcément avec Uncharted 4 qui est sorti en 2016. Et vaut mieux jouer à Uncharted 4. En vrai, de ce que je ressens pour l'instant. C'est vrai, carrément. Je trouve qu'il manque quand même un côté un peu fluide. Sachant que c'est une grande fan d'Indiana Jones. Moi, je suis méga fan d'Indiana Jones, tu vois. Et sachant qu'Uncharted s'est inspiré d'Indiana Jones. Oui, bien sûr. Et là, pour le coup, ils ont vraiment leur identité. Mais je trouve qu'il manque quand même un... Avoir sur la durée. Là où je te rejoins, c'est avoir sur la durée. Moi, je suis une grande fan d'Indiana Jones, donc je suis archi cliente de ça. C'est le Indiana Jones que je voulais voir. Donc j'attends de voir sur la durée. Mais après, on a fait quoi, 2 heures de jeu? 2 heures ou 3 heures? 2 heures. 2 heures. J'ai quand même envie d'y retourner, tu vois. D'accord. Donc c'est que ça, quand même, ça marche bien. Il y a quelque chose. Donc voilà, c'était notre premier avis, Carole et moi, sur Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui sort donc le 9 décembre sur Xbox Series et PC. Lox, je voulais que tu me dises vite fait, parce que toi, tu as vu Like a Dragon Yakuza, la série télé qui arrive sur Prime. Et
J'ai regardé les 3 premiers épisodes d'un coup, plusieurs fois même, carrément. Oui, parce qu'en fait, j'étais mitigée, mais j'étais tellement mitigée que j'ai dû revenir dessus. Plusieurs lectures. Tu sais, quand tu goûtes un plat comme ça, que tu fais, tu connais le plat, tu vois, tu dis, ah, mais ça, je connais, et puis tu le goûtes. Puis t'es bizarre et t'y retournes quand même sans savoir, clair. tu vois, et t'arrives pas à te faire un avis. J'ai un peu ça. C'est vrai que ayant joué au jeu et aimant particulièrement la proposition de la licence et surtout son écriture, qui a voilà ce petit côté, ce petit grain de folie. Hein, mais c'est ça, c'est la marque Yakuza aussi. Voilà, c'est sa signature, c'est son ADN en fait. On l'aime pour ça et on pourrait ne pas l'aimer pour ça, mais il est là ce truc-là, donc on lui touche pas. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas forcément une série qui est une proposition pour les fans en fait de la licence et particulièrement ceux qui seront très très pointus sur le lore, exactement. Tu retrouves pas les personnages, le mood du jeu? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, on retrouve bien les personnages, on est sur un lore qu'on a très très envie d'explorer puisqu'on se passe entre 1995 et 2005 et on peut voir justement les relations qu'a Kiryu avec Nishiki et Yumi. Et en fait, j'ai l'impression qu'on passe complètement à côté, parfois on comprend pas trop et du coup, c'est là où j'étais assez surprise puisque typiquement sur la série The Last of Us, les réalisateurs ont pris des libertés, tout en travaillant d'ailleurs avec Neil Druckmann, donc les créateurs du jeu. Donc ça a été fait main dans la main. Et c'est vrai que les libertés qu'ils ont prises, je les ai trouvées parfaites. En fait, ça calait parfaitement incroyable. Sur l'ADN, ouais. Voilà, on part d'une lettre et on en fait un épisode. J'en dis pas plus, au moins ça spoile pas. Mais tous ceux qui ont vu savent. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Et là, en fait, ils ont pris des libertés. Je ne sais pas pourquoi ça ne passait pas de mon côté. Pourquoi tu fais ça? Elle aimait pas. J'étais un peu mais du coup, en fait, je trouve que, en fait, par exemple, moi, un point très très important dans le lore, c'est le personnage de Yumi. Je l'adore, j'en suis fan. Je la trouve charismatique dans le jeu. D'ailleurs, le charisme, je ne le retrouve pas dans Kiryu. Donc, c'était déjà un petit peu décevant, mais c'est pas grave. On laisse toujours sa chance à l'acteur et tout. Mais c'est vrai qu'il me manquait parfois un petit peu de piquant dans sa personnalité. Cet aspect un peu autodérision qu'il peut avoir, ce côté un peu dark et tout. On essaie d'essayer de comprendre les choses. Et en fait, on comprend pas l'importance qu'a Yumi, par exemple, dans la vie du personnage. Et je trouve que de passer à côté des choses pareilles, t'as bien, mais t'as joué au jeu, t'as compris la force de leur relation. Et là, on voulait voir tout ce qui s'était passé pendant cette période entre 95 et 2005, il y a 10 ans quand même. Et on veut voir en fait tout ce qui les a unis, a rendu ces relations aussi fortes entre eux. Et non. Après, il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis pour le moment, peut-être que... Mais c'est vrai que pour le moment, cette sensation n'était pas... J'ai parlé avec beaucoup de personnes de cette série. Et malheureusement, les retours, soit ils sont très négatifs, soit ils sont vraiment, comme moi, très mitigés. J'ai regardé, je suis un peu content, mais j'ai pas cet effet The Last of Us. Bon. Ah ouais, mais c'est vrai que The Last of Us a mis la barre tellement. C'est ça. Et j'en demandais pas tant, finalement. J'avais même pas forcément d'attente sur la série. Mais je trouve que, en tant que personne qui a aimé le jeu, même moi, si je le vends à quelqu'un demain, j'ai l'impression que les points que je te mets en avant, ils sont pas encore dedans. Donc c'est perturbant, en fait. J'ai l'impression que les plus grandes qualités de la licence manquent de retranscription dans les épisodes. Va falloir se faire son propre avis sur Like a Dragon Yakuza en série qui n'a pas enthousiasmé donc Lux. On est complètement à la bourre, mais je voulais qu'on fasse vite fait une petite partie à quoi on joue parce que j'ai une reco pour vous et je voudrais écouter rapido celle de Carole pour Halloween. Moi, je vais vous parler très très vite de Life is Strange Double Exposure qui est sorti récemment sur console et PC. C'est la suite du premier Life is Strange qui a 9 ans aujourd'hui, qui était un jeu signé Dontnod à l'époque, qui était un jeu qui a marqué beaucoup de joueurs adolescents notamment parce que ça parlait du passage à l'âge adulte de l'adolescence et de ses problèmes. Donc ça parlait harcèlement, suicide, relations difficiles. Sympa. C'était très sympa pour finir. C'est génial ce que je vous raconte. Et on retrouve le personnage principal de Max Caulfield qui est, 8-10 ans après à peu près, qui est désormais une vraie jeune adulte, qui est toujours photographe, qui est résidente dans un lycée cette fois. On est passé de l'Oregon à la côte Est, et elle se retrouve évidemment dans des problèmes pas croyables. Sa meilleure amie décède brutalement et étrangement, et donc elle va enquêter pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Si vous vous souvenez de Life is Strange, le premier, elle avait le pouvoir de remonter le temps, ce qui est extrêmement pratique et qui collait très très bien à son personnage d'adolescente qui essaye d'effacer les bêtises faites. Cette fois, elle a un pouvoir qui est de passer à travers les dimensions. Donc elle a une dimension dans laquelle son amie est morte,
et une autre dimension dans laquelle elle est toujours en vie. Et en fait, on va s'amuser à passer d'une dimension à l'autre pour comprendre ce qui se passe et pourquoi elle arrive pourquoi son ami meurt. Je vous parle de ce jeu parce que cette fois, il est fait par Deck9, qui est le studio qui a fait un peu toutes les histoires parallèles de Life is Strange depuis 9 ans. Before the Storm, Life is Strange True Colors, donc était le 3e épisode vraiment tout seul. Moi, j'y ai joué, j'adore le premier, donc je voulais retrouver Max. Première chose, je ne reconnais pas Max au début du jeu, j'avoue. C'est tellement une patte graphique différente. Et oui. Il y avait quelque chose qui était très faussement naïf dans l'approche de Dontnod et qui est, chez Deck9, on le sait toujours, extrêmement beau, extrêmement lisse. J'avoue qu'au bout de plusieurs heures de jeu, je m'y suis fait à l'idée que c'était Max. donc ça marche. Je vais aller très vite parce qu'on a peu de temps. C'est un jeu qui est bien, qui est très réussi. Visuellement, honnêtement, c'est très très beau. L'histoire, le côté polar est sympa. Donnez-lui une chance parce qu'au début, c'est un peu long. C'est un peu long à se mettre en place. Je trouve les personnages secondaires excellents. Donc sa fille, son ami qui meurt, Moses, qui est le 3e membre du trio, qui est extrêmement touchant comme personnage. Les personnages sont super bien écrits. L'histoire un peu moins. J'avoue que il me manque la petite patte Dontnod qui fait que tout est sujet à une double interprétation. Je vais vous donner un exemple tout bête. Ma fille qui a joué au premier quand elle avait 10-12 ans ne joue pas, même plus moins que ça. Aujourd'hui, elle l'a refait 57 fois, ne comprend pas les choses de la même manière. Il y a une finesse d'écriture qui est un peu trop cash pour moi dans Double Exposure. Voilà, on vous met les choses, les rapports. On veut absolument que vous ayez des relations avec un personnage masculin ou féminin, mais vraiment, c'est très, très gros sabot. C'est amené... Voilà, c'est un peu forcé, mais c'est l'écriture, j'ai presque envie de dire aujourd'hui, c'est l'écriture un peu américaine de temps en temps, qui font que... Du coup, j'ai l'impression que c'est un pattern qui répète un peu là, parce que... Oui, c'est un peu comme True Colors. En fait, voilà, je voulais pas spoiler forcément, mais en fait, c'est exactement ce qui est fait dans True Colors, où en fait, il faut choisir entre un homme et une femme. Ça met au début, dans tous les cas, tu dois choisir. Voilà, tu peux pas dire, non, mais en fait, là, je me sens pas bien, j'ai besoin de me construire personnellement, parce que mes émotions, avec les traumatismes que je viens de traverser, me demandent d'abord de me reconstruire avant de me donner... C'est ça, mais voilà, mais il y a un peu ça. La musique, qui était une des forces de Life is Strange 1 et 2, bon, alors c'est pour moi parmi les meilleurs BO, choix de BO des jeux, et bien là on t'explique qu'il faut vraiment que tu ailles écouter la musique, donc il faut que tu prennes des pauses sur des bancs, sur des trucs, et pour que la musique se lance. C'est pas finement amené. Donc voilà, c'est les petits détails qui m'ont un peu chiffonné, mais c'est quand même un jeu que je vous recommande. Voilà. Non, parce qu'en fait, je trouve que le côté polar, l'histoire, on a vraiment envie de savoir comment ça va se terminer. Donc, j'essaye de ne pas vous spoiler parce que c'est par épisode et il y a des rebondissements à chaque fin d'épisode. Le premier, on le connaît, c'est la mort de sa fille. J'ai rien spoilé, ça c'est dans les trailers. Mais il y a quelque chose. Il se passe quelque chose quand même dans ce jeu. Je lui reproche son côté un peu trop lisse et trop propre, mais c'est une adaptation qui est intéressante. Est-ce qu'on avait besoin de revoir Max? Ça nous fait plaisir, mais un épisode canonique aussi, ça aurait été très bien à côté. Mais voilà. Donc, Life is Strange, j'ai expédié ça. Mais je vous le recommande au moins pour découvrir la licence. Si vous n'avez jamais fait la licence, vous n'avez pas besoin d'avoir fait le premier. Il y a quelques références, oui, qui vous manqueront. Mais est-ce que vous l'aviez fait, les filles? Oui, tout à fait. Le 1, mais pas celui-là. Non. Ça vaut le coup d'œil. Voilà, regardez quand même, ça vaut le coup d'œil. On va finir très vite. Je veux que Carole, parce que c'est Halloween, nous sorte ces 3 recos de jeux qu'elle va absolument que vous fassiez pour avoir peur. Je vais même en donner 4. Vas-y. Alan Wake 2, Silent Hill 2, allez-y à fond, c'est posé. Silent Hill 2, il y a vraiment la vibe en plus années 90. Voilà. C'est un jeu culte. Voilà. Mais Alan Wake 2 aussi très très bon, c'était mon GOTY l'année dernière. Resident Evil 4, évidemment, le classique. Vraiment pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux de tous les temps, voire le meilleur jeu de tous les temps. Carole ne vient jamais dans cette émission sans parler de Resident Evil. Quand est-ce qu'on croise Carole sans qu'elle évoque Resident Evil? C'est important. Et puis Alien Isolation, le 2 a été confirmé récemment. Et ce jeu m'a foutu les jetons de folie. Mais je suis la seule à ne pas avoir aimé ce jeu. Il faut faire Alien Isolation. Moi j'ai adoré parce que non seulement c'est fidèle à l'ADN d'Alien, c'est vraiment Alien, et vraiment c'est l'un des meilleurs survival horror auxquels j'ai joué, ne serait-ce que l'IA. On parle de l'IA tout à l'heure, de l'Alien. Incroyable, c'est vraiment un jeu super. Donc, si vous c'est un jeu qui a 10 ans quasiment. Il a 10 ans. Et il fout toujours les jetons. Allez-y. Voilà, les recos. C'est bon. Et moi, j'ajoute Little Nightmares 2, qui est un de mes jeux que j'adore, juste pour avoir un petit peu peur comme ça, pour se faire un petit peu peur. C'était Silent Hill 2, allez-y. Silent Hill 2. Ne perdez plus votre temps.
Bon les filles, on a explosé le temps de cette émission. Mais c'était un plaisir de parler Call of Duty avec vous. Merci, donc, voilà. Merci de nous donner l'opportunité de parler de cette incroyable licence. D'être venu. Lox, on te retrouve où? Eh bien écoutez, on me retrouve en reconstruction de mon PC pour pouvoir reprendre le stream. Voilà, ça c'est bien. Là c'est appel est lancé dans le moteur. Call of lui a cramé son PC. Non, c'était avant. Je ne dis rien contre Call of. Je vous rassure, il était ancien, il toussait déjà bien avant. Carole? Eh ben, on me retrouve sur Twitch et YouTube pour des vidéos, des avis. Bon, voilà. Mais merci à vous d'être venus, les filles. Et je fais un merci tout particulier à des gens que vous ne voyez pas, qui font leur dernière aujourd'hui, qui sont en régie, qui sont Laure et Bastien, qui étaient là, sans qui cette émission, eh bien, depuis 1 an et demi, n'aurait pas pu se faire. Donc merci à Laure, qui a toujours été là, qui m'a soutenue pour qu'on arrive à faire cette émission jeux vidéo. Je te remercie beaucoup, Laure. Et Bastien aussi, merci, qui réalise aujourd'hui et qui m'a suivi à peu près partout dans le monde pour faire tout et n'importe quoi comme émission. Voilà, grâce à qui vous avez pu voir des émissions à la Gamescom, à Los Angeles aussi, et qui partent voler de leurs propres ailes ailleurs pour faire de nouvelles aventures un peu partout. Ça a été un plaisir de travailler en tout cas avec vous deux, et vous revenez quand vous voulez. Voilà, même pour mettre des cagoules Call of Duty. Et puis merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en multidiffusion et bien sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site Tech & Co et sur la plateforme RMC BFM Play. Évidemment, vous pouvez nous entendre en podcast partout et sur YouTube. Voilà, il y a plein de choses à raconter. On a des super émissions aussi, notamment à Paris Games Week que vous pourrez voir et des interviews exclusives. Et on se dit à la semaine prochaine parce qu'il y a un petit truc qui arrive, juste 3 fois rien, dont on parlera très très vite. Allez, jouez bien à Call of ou autre.